Alors, je vous propose de démarrer ce webinaire, il est 13 heures. Tout d'abord, bienvenue à tous pour cette 30e session des jeudis Onco-Occitanie, donc le rendez-vous des soins oncologiques de support en Occitanie, qui sera consacré aujourd'hui aux mésusages et aux abus dentalgiques chez le patient douloureux. Se déroulera donc de 13 heures à 14 heures en visioconférence. Ce webinaire va être modéré par le professeur Hélène Perrière, qui est responsable du service pharmacologie médicale et toxicologie du CHU de Montpellier, qui va donc présenter le déroulé de la session et les intervenants. C'est à vous, Hélène. Merci Maëva. Merci de vous être inscrit et de vous être connecté pour ce webinaire sur le mésusage et les abus dentalgiques chez le patient douloureux. Moi, je suis effectivement le professeur Hélène Perrière. Je suis responsable du centre d'addictovigilance de la région Occitanie-Est. Et je suis ravie de modérer ce webinaire sur une thématique émergente, puisque pendant de nombreuses années, en fait, les troubles de l'usage des opioïdes chez le patient douloureux chronique étaient plus orientés sur les douleurs non cancéreuses. Et depuis quelque temps, on voit apparaître des mésusages, des dépendances ou des usages autres chez des patients qui sont traités pour des cancers ou en post-traitement cancéreux. Voilà, donc c'est bien qu'aujourd'hui, finalement, la dictologie rencontre la cancérologie par rapport à ce webinaire. Donc, sans plus attendre, je vais donner la parole, d'abord vous les présenter, puis donner la parole à nos deux intervenants. Donc, la première intervenante est le professeur Hélène Donadieu, qui est responsable du département d'addictologie et de complications somatiques des addictions sur le CHU de Montpellier. Et puis, par la suite, le docteur Antoine Baudin prendra la parole. Donc, c'est un médecin algologue qui travaille à l'Oncopole du CHU de Toulouse. Voilà, donc Hélène, tu as la parole. Merci beaucoup Hélène et merci beaucoup à l'organisation pour cette journée, cette heure de présentation et l'idée de faire rencontrer les algologues, les addictologues et les cancérologues. Il semblerait que ce soit une nécessité au vu des nombreuses demandes qu'on a. Donc, je vais partager mon écran. Voilà. Confirmer que mon écran est partagé. Oui. Oui, c'est donc, je travaille effectivement au CHU de Montpellier et je vais vous parler tout d'abord des généralités vraiment très rapidement sur c'est quoi entre de l'usage ou addiction, et puis après faire un focus sur le trouble de l'usage qui peut être en lien aux médicaments opioïdes, plutôt dans un contexte de douleur chronique qu'en oncologie, puisque Antoine Baudin aura plus cette spécificité ensuite. Donc, pour revenir sur les définitions, vous savez qu'en addictologie, on a deux façons de décrire et de définir une dépendance ou un trouble de l'usage, avec deux classifications. Tout d'abord, la première classification, c'est la CIM-11, qui est une approche catégorielle et ontologique qui va décrire soit un usage nocif, c'est-à-dire qu'il y a une consommation d'une substance interdite ou une consommation en excès d'un médicament et ou d'alcool, mais sans critères de dépendance, mais avec des dommages physiques, psychologiques, sociaux ou juridiques. Et l'autre catégorie, c'est la présence de critères de dépendance. Donc ça, c'est une approche catégorielle que vous allez peu ou pas utiliser, puisque tout simplement, elle est principalement utilisée pour la cotation des actes dans les structures d'hospitalisation. Et on utilise préférentiellement dans la pratique clinique et dans ce qu'on appelle la vie réelle. On pose toujours la question de ce que c'est la vie pas réelle, mais en tout cas, c'est un terme qui est utilisé comme ça. On va beaucoup plus utiliser le DSM-5, qui est une approche dimensionnelle et de façon artificielle. Ça regroupe réellement l'usage nocif et la dépendance. Et il va y avoir un continuum de maladies qui va correspondre à la présence depuis au moins 12 mois de au moins 2 critères de la liste que vous avez sur la droite, qui vont définir
ce qu'on va pouvoir appeler de la dépendance physique, de la dépendance psychologique, des mécanismes de tolérance et la présence ou pas de conséquences personnelles ou interpersonnelles. L'avantage de cette classification dimensionnelle qui est le DSM-5, c'est que c'est une approche véritablement comportementale. On s'intéresse au comportement qu'a la personne par rapport à une substance ou par rapport à un comportement ou par rapport à des substances et on ne le fait pas produit par produit. L'autre avantage de cette classification du DSM-5, c'est qu'elle donne une idée un peu via le nombre de critères cochés par la personne à l'instant où on la voit, de la sévérité, c'est-à-dire que vous allez avoir la possibilité d'avoir un trouble de l'usage très modéré sur 2 à 3 critères, jusqu'à sévère au-delà de 6 critères et que l'objectif dans l'accompagnement addictologique n'est pas automatiquement la rémission de la maladie, hein, puisque vous le savez, il s'agit d'une maladie chronique. La rémission, ce serait qu'il n'y ait plus la présence de ces critères et c'est relativement rare qu'on l'obtienne, mais plutôt une notion de réhabilitation qui fait qu'on peut avoir une diminution du nombre de critères, donc la maladie est toujours là, pourquoi pas avec certaines consommations, mais on a noté grâce à cette rémission une diminution du nombre de critères, donc une amélioration de la qualité de vie de la personne. Ce qui est important également, c'est que les critères de dépendance physique ne font pas, enfin, leur absence, pardon, ne fait pas absence de maladie. Ça, c'est quelque chose que de nombreuses personnes qui ne sont pas addictologues ont du mal à comprendre. C'est que on a de nombreuses personnes qui ont un trouble de l'usage, qui n'ont pas de critères de dépendance physique à la substance. Et en plus, ces critères de dépendance physique vont être véritablement très variables d'une substance psychoactive à l'autre, voire d'un comportement à l'autre. En ce qui concerne les dépendances, les critères de dépendance psychologique, bon, on les retrouve dans la grande majorité des cas. C'est vraiment l'organisation de la vie de la personne autour de la consommation et ce, quelles que soient les conséquences. Et le critère majeur de dépendance psychologique, c'est ce qu'on appelle le craving ou l'envie irrépressible et inadaptée de consommer une substance. La tolérance, c'est le fait d'être sur une augmentation progressive, régulière de la substance ou du comportement pour avoir les effets escomptés que l'on souhaite et les conséquences personnelles et interpersonnelles. Vous imaginez bien ce que ça peut être. Une donnée importante de cette maladie qui est l'addiction, une maladie du cerveau, une maladie chronique en lien avec une dysrégulation neurobiologique du système mésocorticolimbique, c'est que cette maladie est multifactorielle et on explique ce concept par un modèle biopsychosocial qui serait la rencontre d'un individu dans un environnement donné avec une substance ou un comportement et cette rencontre avec la vulnérabilité de chacun et le cumul de vulnérabilité de chacun des éléments de ce triptyque vont faire qu'il va y avoir le développement ou pas de la maladie addictive. Si on s'intéresse aux médicaments, aux analgésiques opioïdes, on va pouvoir définir 2 catégories et là, c'est un peu plus subtil que sur l'utilisation de substances interdites pour lesquelles le mésusage en pratique est un peu moins décrit de cette façon-là. En ce qui concerne les médicaments antalgiques opioïdes, on va parler de mésusage aux antalgiques opioïdes lorsque l'utilisation de ce médicament n'est pas effectué pour la cause, par exemple, pour laquelle le médicament a été prescrit, c'est-à-dire quelqu'un qui, pour citer un exemple ultra classique qu'on rencontre quasi au quotidien dans nos consultations, c'est l'utilisation du tramadol, où des personnes vont avoir eu une fois dans leur vie des prescriptions de tramadol pour une douleur et vont continuer à prendre ce traitement pour se booster, pour se donner de l'énergie, pour voire à visée antidépressive puisque ce médicament a toutes ces fonctions-là, ce qui lui rend un très, très haut pouvoir, addictogène. Donc ça va être un mésusage et on peut avoir des mésusages de tramadol à 1 comprimé de sang tous les matins sans que pour autant il y ait une augmentation régulière de la consommation, sans qu'il y ait d'autres caractéristiques en lien avec cette utilisation. Ça va être l'effet de se chevaucher régulièrement ou de changer de posologie, pas totalement adaptée à la prescription. On va
pouvoir décrire tout ça comme un mésusage et ça va devoir nous alerter. Et lorsqu'on va déterminer ce mésusage, ce qui va être extrêmement important, c'est d'aller vérifier les critères du DSM-5 pour se dire, bon, on est sur un mésusage, mais ça coche pas l'ensemble des caractéristiques du DSM-5 et donc on ne peut pas parler d'addiction. Soit on a véritablement une addiction parce que les critères du trouble de l'usage selon le DSM-5 sont cochés. Ce qui est compliqué avec des médicaments prescrits, et notamment quand il s'agit d'une douleur, et encore, et a fortiori quand cette douleur est toujours présente dans un contexte ou pas oncologique, hein, évidemment, c'est qu'il va y avoir des diagnostics différentiels un peu subtils qui, en plus, parfois, on va parler de diagnostics différentiels, mais même s'ils sont également présents, ils n'excluent pas le trouble de l'usage. Je ne sais pas si je suis claire, mais on peut avoir une personne qui a une addiction et qui, pour autant, va avoir également ce que je vais vous présenter ici en diagnostic différentiel. Tout à l'heure, je vous disais que les signes de dépendance physique n'étaient pas obligatoirement présents quand on avait un trouble de l'usage. En ce qui concerne les opiacés, ben si, ils sont présents. Ils sont véritablement quand même extrêmement présents. Donc, on peut avoir une personne qui, lors d'une modification un peu brutale de la posologie vers une diminution, va avoir des signes de manque physique en opioïdes. Ça, c'est ultra classique, ça arrive tout le temps. Ça ne veut pas dire que cette personne a une addiction. Elle a une dépendance pharmacologique, c'est normal, c'est tout à fait physiologique d'avoir une dépendance pharmacologique avec des opioïdes, mais pour autant, il n'y a pas de trouble de l'usage, il n'y a pas les critères qui sont remplis dont on a déjà parlé. On va avoir des personnes qui sont avec un petit peu des phénomènes de nécessité systématique d'augmenter les posologies. Ben là, se pose la question de la prise en soin multimodale de la douleur parce que peut-être, en fait, c'est le processus douloureux sous-jacent qui s'aggrave et que les opioïdes ne sont pas la réponse systématique juste dans leur augmentation à cette réponse, à cette douleur, ce qui justifie dans la grande majorité des cas vraiment un accompagnement algologique pour justement cet accompagnement multimodal en lien avec la douleur qui peut certes passer par les opioïdes, mais pas que, avec d'autres médicaments et surtout des thérapeutiques parfois autres que médicamenteuses. Quelque chose à savoir avec les opioïdes et qui est souvent extrêmement pertinent en termes de psychoéducation à apporter lors des consultations, c'est les phénomènes d'hyperalgésie induite par les opioïdes, c'est-à-dire que, en fait, soit des symptômes de manque pharmacologique en opioïdes, soit les médicaments eux-mêmes vont occasionner, c'est pas une réponse paradoxale, mais on pourrait de façon très schématique l'expliquer comme ça, une augmentation de la perception, voire même de la douleur. Et là, donc, on va augmenter les opioïdes pour traiter une douleur que les opioïdes sont en train d'exacerber. Donc, c'est vrai que dans l'accompagnement de ce type de manifestation, expliquer à une personne douloureuse qu'on va diminuer les opioïdes pour qu'elle ait moins mal, c'est pas toujours une évidence et ça nécessite véritablement un accompagnement extrêmement bienveillant et très, très, très pédagogique autour de cette thématique. Et pour autant, c'est vraiment ultra efficace. Nous, ce sont des choses qu'on vit très, très, très fréquemment en addicto où les personnes, en diminuant les opioïdes, en changeant la plupart du temps, parce que nous, on utilise beaucoup les traitements de substitution aux opiacés, je vous en reparlerai, mais on s'aperçoit que les personnes sont de moins en moins douloureuses. Des chiffres inquiétants, c'est cette étude qui a été faite récemment et publiée, qui a été faite par une pharmacienne qui travaille avec Hélène Perrière, sur quand on applique le DSM-5 aux personnes suivies dans un centre de traitement de la douleur, hein, pas en oncologie, hein, je le répète, on s'aperçoit que 8 personnes sur 10 répondent aux critères du DSM-5. Si on regarde de façon un peu plus précise, la grosse majorité vont avoir une addiction sévère avec la présence de plus de 6 critères depuis 12 mois et les autres vont être soit sur une addiction légère, soit sur une addiction modérée. Il s'agit principalement de femmes pour lesquelles on va retrouver
une comorbidité anxio-dépressive, ce qui est relativement classique et totalement légitime dans la douleur chronique au vu de ce qu'elle engendre en termes de qualité de vie. Vous voyez, toutes les typologies de douleurs sont représentées, mais essentiellement la douleur neurogène et nociceptive. Et dans cette file active-là, la principale problématique douloureuse était la fibromyalgie. Et vous voyez, chose aussi extrêmement importante, c'est que ce trouble de l'usage aux médicaments opioïdes antalgiques n'est pas un trouble de l'usage dont le principal médicament serait la morphine. On a ce type de complications principalement sur le tramadol, vous voyez, donc c'est quelque chose que dans les centres d'addictovigilance, et Hélène pourra en parler si vous le souhaitez, et nous, en addictologie, notre première demande d'accompagnement pour un trouble de l'usage aux opioïdes, c'est avec le tramadol, et on est, en tant qu'addictologue, et je sais que ça n'est pas le cas des algologues, ravis de la modification des modalités de prescription de ce traitement parce qu'il fait quand même un petit peu des ravages dans le monde addictologique. Si on s'intéresse à cette étude, je ne sais pas si vous la connaissez, DRAME, c'est un recueil des cas de décès, c'est la dictovigilance qui fait ça, donc c'est toutes les structures, la structure que dirige Hélène en Occitanie Est, on va dire, si on a le droit d'utiliser cette expression, c'est on va étudier les cas de décès liés à des abus de substances psychoactives légales ou interdites en France. Et là, je vous ai mis en capture d'écran les décès en lien avec des opioïdes autorisés en France, donc des médicaments, en dehors des médicaments de substitution aux opioïdes. Et vous voyez que depuis la description de ce type d'études, la morphine arrive arrive systématiquement dans les premières causes de décès, mais le tramadol a aussi une place non négligeable et qui reste qui restait malheureusement stable et importante ces dernières années. On va voir si dans les années futures, on a un peu une inversion grâce à la modification des modalités de prescription de ce traitement et de nombreuses alertes que met en place l'addictovigilance. Donc, je sais que le docteur Baudin n'utilise pas trop ces tests de repérage avant l'initiation des médicaments opioïdes, ni de repérage du trouble de l'usage quand les médicaments opioïdes sont prescrits. Probablement qu'en cancérologie, il y a de bonnes raisons de ne pas les utiliser et il va nous l'expliquer. En dehors de la cancérologie, il y a de bonnes raisons de l'utiliser, notamment avant la prescription, parce que pendant, on peut parfois poser des questions autrement, mais ces tests sont validés, sont recommandés, donc je ne peux pas ne pas vous en parler, même si je sais qu'en cancérologie, ils ont des énormes limites et ce sera vraiment intéressant d'en discuter. Vous avez ici l'ORT qui permet de repérer le risque qu'a la personne avant que vous initiez le traitement de développer ou pas un trouble de l'usage vis-à-vis de ce médicament opioïde. Donc, ce qui est très important à savoir, c'est que ça ne contre-indique pas la prescription. L'objectif initial est vraiment de soulager la personne et que si le soulagement passe par le fait de prescrire des opioïdes, évidemment qu'on va prescrire des opioïdes et qu'on va les utiliser de façon totalement adaptée à la douleur de la personne, mais que peut-être on va avoir une vigilance dans le nombre de consultations, dans la modalité de prescription, dans l'entourage, enfin l'environnement médical, psychologique et social qu'on va mettre en œuvre, parce qu'on a affaire à une personne qui est plus à risque, a plus de vulnérabilité de développer un trouble de l'usage. Mais en aucun cas, ça doit être une contre-indication à la prescription de ces médicaments. On n'est pas là pour faire de l'opiophobie, ce n'est pas du tout le propos, hein, c'est un médicament extraordinaire. Les opiacés sont des médicaments extraordinaires dans la gestion de la douleur et il faut les utiliser. Je dirais même que chez des personnes qui ont déjà une dépendance aux opiacés via des usages de substances interdites, ne faut pas du tout se priver de ce médicament quand il s'agit de traiter une douleur qui reste vraiment la priorité
à mettre en œuvre. Pour repérer, une fois que le traitement a été mis en œuvre, un éventuel trouble de l'usage, vous avez le POMI qui est également un test totalement validé dans l'accompagnement dans le cadre de la douleur chronique et qui peut être utilisé sans pour autant l'utiliser de façon scolaire. Vous pouvez juste vous inspirer des questions et savoir un petit peu ce qu'il va falloir demander. Vous pouvez également ne pas utiliser de test et en fait explorer la science que va avoir l'utilisation de la substance dans la vie de l'individu par des signaux qui vont pouvoir vous alerter, soit des signaux physiques de sevrage récurrent et qui nécessitent systématiquement des augmentations de posologie, ou par des signaux de surdosage. Mais vous allez pouvoir également être alerté par des signaux psychologiques que va vous décrire la personne sur, là aussi, certains signes, pourquoi pas de surdosage, mais aussi d'irritabilité, de modification tout simplement de son comportement psychologique. Et surtout, sur le plan comportemental, ça, ce sont des choses qui sont très décrites par les personnes qui ont un trouble de l'usage, parce qu'il faut bien qu'ils trouvent des solutions pour obtenir les médicaments. Ça va être des consultations avec des prescripteurs différents, à des moments parfois dans la semaine très typiques qui font que ça va être le vendredi soir avant de partir en week-end, des choses comme ça, parce qu'il y a une telle appréhension du manque du médicament qu'il va y avoir parfois même des personnes qui font des réserves avant les week-ends ou avant les vacances, de peur de manquer de leurs médicaments. C'est déjà un signe de dépendance psychologique. L'accompagnement, il va être un peu différent si vous êtes dans un contexte de mésusage ou dans un contexte de trouble de l'usage. S'il s'agit du mésusage, il va vraiment beaucoup falloir réévaluer la douleur, les mécanismes, les traitements en lien avec la douleur, avec vraiment une indication algologique très, très forte sur le fait d'alimenter d'autres techniques que juste les opioïdes pour traiter la douleur, et puis évaluer évidemment les facteurs de vulnérabilité. S'il s'agit d'un trouble de l'usage, là, ce qui est préconisé, c'est très clair, c'est un suivi mixte addictologue et algologique pour proposer un accompagnement global, médico-psychologique et social, et évidemment un traitement de la douleur ou de l'absence de douleur qui n'existe plus, mais avec une poursuite du traitement. Je passe rapidement sur cette dia pour ne pas dépasser le temps. Ce qui est important quand on a eu une personne qui développe un trouble de l'usage aux opioïdes sur un médicament prescrit, c'est de savoir si la douleur est toujours présente ou si elle n'est plus présente. Et on va avoir une attitude extrêmement différente. Et en plus, en fonction de la personne que va rencontrer, enfin de la posture médicale que va rencontrer la personne concernée, il va y avoir une façon de fonctionner un peu différente. C'est comme ça, les chiffres nationaux sont unanimes. Les addictologues vont avoir plutôt tendance à proposer des traitements de substitution aux opiacés, puisque c'est le corps de notre métier dans l'accompagnement, et qu'on suit les recommandations, puisque les recommandations sont beaucoup plus la substitution que l'arrêt des opioïdes quand il y a un trouble de l'usage des opioïdes. Et c'est vrai que les algologues, pour certains, vont avoir plutôt tendance à proposer une diminution en vue d'un arrêt. Quelques mots sur les recommandations d'utilisation des traitements de substitution aux opioïdes que les addictologues utilisent beaucoup dans cette indication-là. Dans ces recommandations qui sont sorties il y a quelques années, où de nombreux Français ont participé, ils indiquaient vraiment la buprénorphine comme étant un médicament de choix en première intention dans l'accompagnement des personnes qui ont un trouble de l'usage aux opioïdes. Donc, ce sont des recommandations très claires, mais il faut savoir lire aussi entre les lignes des recommandations, et ce qui est énoncé en premier lieu, c'est le choix de la personne, et c'est quelque chose qui est primordial dans l'accompagnement addictologique, c'est-à-dire que la personne va ou pas accepter un traitement de substitution aux opioïdes, et si elle l'accepte, on n'est pas obligé de lui imposer lequel des deux va falloir utiliser, les buprénorphines ou la méthadone. Mais il est vrai qu'en termes de recommandations, c'est la buprénorphine qui est la plus indiquée. Je ne peux pas finir ce diaporama sans vous parler de la prévention des overdoses. C'est primordial dans l'accompagnement des personnes douloureuses chroniques, qu'elles aient ou pas un trouble de l'usage aux opioïdes. Elles font partie des personnes qui
qui meurent le plus de surdosage en opioïdes. Donc, l'accompagnement d'une personne qui a des posologies importantes, un mésusage ou un trouble de l'usage en opioïdes de médicaments prescrits doit avoir systématiquement de l'analoxone. C'est obligatoire, vraiment, il ne faut jamais oublier d'accompagner nos ordonnances d'opioïdes antalgiques ou traitement de substitution aux opiacés par les dispositifs de naloxone, qui sont soit avec des sprays intranasaux, soit des intramusculaires, pardon, qui sont vraiment primordiales. Ça permet aussi d'avoir une discussion autour du risque de surdosage et sur le plan de la psychoéducation et de l'accompagnement des personnes. Si on le fait de manière totalement adaptée et bienveillante, ce n'est pas du tout choquant d'aborder cette thématique-là et ça paraît vraiment primordial pour lutter contre la mortalité et contre les chiffres que je vous ai montrés tout à l'heure de l'enquête DRA. Pour conclure, l'accompagnement de troubles de l'usage aux opioïdes spécifiques de médicaments initialement prescrits est relativement spécifique et particulier, puisqu'il doit être le plus souvent pluriprofessionnel, avec les algologues, avec un partenariat étroit avec les algologues, et dans une posture qu'on a en addictologie, une posture d'entretien motivationnel qui est basée sur toutes ces techniques que je vous ai énoncées sur cette diapo, de ne pas être injonctif et d'être dans un partenariat avec la personne qu'on a en face de nous qui a son savoir expérientiel et nous un savoir parfois livresque, parfois un peu historique du fait de notre expertise, de notre expérience au fil des années, et où on va aller demander à la personne ce qu'elle souhaite et ce qui paraît être le mieux pour elle et l'accompagner en respectant de manière inconditionnelle son autodétermination. Voilà pour ce que je voulais vous dire aujourd'hui. J'arrête mon partage d'écran et je laisse la parole à Hélène pour le prochain interlocuteur. Merci Hélène pour cette belle présentation. Juste un détail qui vous a été dit, c'est que les questions seront posées après la présentation du docteur Antoine Baudin, à qui je laisse tout de suite la parole. Donc, merci de m'avoir invité à ce webinaire. Donc, je suis le docteur Baudin, médecin algologue sur l'Oncopole de Toulouse. Donc, j'ai une pratique de médecine de la douleur qui est exclusivement orientée sur le cancer. Et donc, je vais faire le focus sur l'oncologie. Tout ce qui est partie douloureux chronique ne correspond pas à ma pratique, donc ça sera quelque chose qui sera mis de côté. On va vraiment faire le focus sur la douleur du cancer. En introduction, quelques chiffres concernant le cancer et la douleur. C'est des chiffres qui sont en général bien connus. 2023, il y a eu plus de 430 000 nouveaux cas de cancer qui ont été diagnostiqués en France. Une survie avec le cancer qui est de plus en plus allongée. Au niveau mondial, c'est 66% de survie à 5 ans, 40% à 10 ans. Et une douleur qui reste tout de même très présente chez le patient qui est atteint de cancer. Pour faire simple, on considère que c'est à peu près un patient sur deux, tout stade confondu. Des chiffres qui restent stables depuis de multiples années, mais qu'on explique justement par l'augmentation de la survie avec le cancer. Pour tous ces patients qui sont douloureux, on va le voir juste après, l'utilisation des opioïdes est largement préconisée. Donc, on peut s'attendre à ce qu'il y ait des troubles de l'usage des opioïdes. Pourtant, c'est un peu des patients que, historiquement et culturellement, on considère comme non ou pas à risque de troubles de l'usage des opioïdes, sous prétexte, entre guillemets, qu'ils ont un cancer. Très synthétique, les recommandations européennes et internationales concernant la prise en charge de la douleur dans le cadre du cancer. Quand on est face à une pathologie active, on recommande très fortement et très largement d'utiliser les traitements opioïdes. Alors, je mets toujours faible et fort, entre guillemets, parce que j'aime pas beaucoup ces termes. Ce qu'a dit ma consoeur juste avant par rapport au tramadol, nous, dans le cancer, ça ne nous gêne pas trop, parce que c'est des molécules qu'on n'utilise pas vraiment.
En fait, on utilise assez facilement des opioïdes dits forts en première intention à petite dose. On augmente par la suite plutôt que de passer par les paliers 2, le tramadol, etc. Donc la prescription de tramadol n'est pas très répandue dans le cadre de la douleur du cancer. Donc, pour la pathologie oncologique active, utilisation large et recommandée des opioïdes. Par contre, pour les patients qui sont survivants du cancer, donc dans cette définition-là, on a certes tous les patients qui sont en rémission ou qui sont en guérison, mais également les patients qui auront une pathologie oncologique chronique, qui sont stables au long cours. L'exemple emblématique, c'est les cancers du sein avec métastase osseuse stabilisée sous hormonothérapie. Donc ça rentre dans le champ des survivants du cancer. Pour ces patients-là, on essaye de privilégier au maximum les traitements non opioïdes selon l'origine des douleurs, faire un test thérapeutique avant d'introduire un opioïde et utiliser ces traitements-là un peu avec parcimonie. Donc, prudence pour l'utilisation des opioïdes chez les patients survivants du cancer. Juste pour fixer également les idées, donc une enquête de 2019 de la NSM sur l'utilisation des opioïdes forts en France. Les opioïdes forts sont principalement utilisés dans le cadre d'une douleur chronique, quasiment 2/3 des cas, avec 2 indications principales, la rhumatologie et l'oncologie, ce qui paraît logique. Et ce qu'il faut voir, c'est que la très grande majorité des prescripteurs d'opioïdes en France, c'est les généralistes en numéro 1, plus de 80%. Les deuxièmes plus gros prescripteurs, c'est les oncologues, à seulement 5%. Et les algologues, on n'apparaît même pas dans cette étude. Donc, tout ça pour dire que la grosse majorité des prescriptions d'opioïdes dans le cadre du cancer, ça va reposer sur le dos, enfin, sur les épaules des généralistes et des oncologues. Et que nous, on verra qu'une petite frange de la population de patients douloureux dans le cadre du cancer. Quelques mots aussi, 2 études, 2 morceaux choisis sur la consommation d'opioïdes chez les survivants du cancer. Donc, une étude de cohorte norvégienne, plus de 21 000 patients, qui montre qu'effectivement, les patients survivants du cancer auront une utilisation des opioïdes qui sera supérieure dans la population générale qui n'a pas d'antécédent de cancer. Aux États-Unis, et je précise bien que c'est aux États-Unis parce qu'il y a un contexte un petit peu particulier d'épidémie des opioïdes, il y a une enquête prospective nationale, quasiment 170 000 patients sur 3 ans, qui montre que les patients qui ont un antécédent récent de cancer auront une utilisation d'opioïdes plus importante que chez les patients sans antécédent de cancer. C'est également vrai pour un antécédent ancien, sans que l'étude ne précise vraiment ce qu'ils entendent par antécédent récent et antécédent ancien. Donc, des patients survivants du cancer qui vont utiliser plus les opioïdes que la population générale. Un petit focus aussi sur les cancers ORL, juste pour illustrer le fait que c'est une pathologie où on va être beaucoup confronté à des prescriptions persistantes d'opioïdes 3 mois après le traitement de la pathologie, avec des facteurs associés, l'âge jeune, des antécédents caractérisés de dépression, des cancers qui seront HPV-, l'utilisation d'opioïdes avant traitement, et des antécédents douloureux chroniques préexistants, qui va bien avec l'utilisation des opioïdes avant traitement, avec l'oxycodone qui est au premier plan. Donc la pathologie ORL qui semble également pourvoyeuse d'une utilisation accrue d'opioïdes après traitement, et ça se vérifie aussi dans la vraie vie, comme on disait tout à l'heure. Il m'arrive très souvent de voir des patients qui ont des prescriptions reconduites d'opioïdes 1 an après la prise en charge du cancer ORL, sans qu'on sache plus très bien ce qu'on est en train de traiter comme douleur. La grosse problématique qu'on va avoir par contre pour le cas particulier de la douleur et du cancer, enfin du cancer, enfin je m'en mêle les pinceaux, désolé. Donc la grosse problématique qu'on a dans le cadre de la douleur du cancer sur l'évaluation des troubles de l'usage et des mésusages, c'est que les données de la littérature sont très hétérogènes, avec selon les publications des diagnostics recherchés qui sont très différents et parfois mélangés, avec risque, abus, mésusage, dépendance, troubles de l'usage, usage problématique, avec parfois même des définitions qui sont propres à l'étude, des critères diagnostiques qui vont être différents, donc soit la classification ICD-10, la classification ICD-11,
le DCM4, le DSM5, des critères d'évaluation également très hétérogènes avec des échelles de risque, des échelles de dépistage, des tests urinaires, et les méthodes de recrutement, des critères d'exclusion qui sont également très variables. Ce qui fait qu'on a des données très variables et énormément de mal à avoir une vision claire de la réalité des troubles de l'usage dans le cadre de la douleur chronique. Et ça, c'est encore plus vrai dans le cadre de la douleur du cancer, parce que les publications sont encore plus rares que dans le cadre de la douleur chronique hors cancer. 2 publications pour la douleur chronique hors cancer. Premièrement, une méta-analyse sur 38 études qui met en évidence de 1 à 81% d'usage de problématiques sous opioïdes. Donc, vous voyez que c'est un chiffre très large, donc il est difficile de conclure quoi que ce soit. Qui plus est, dans cette méta-analyse, il n'y avait pas de précision sur les opioïdes consommés, donc difficile d'y voir clair avec cette publication. Une autre publication qui est un petit peu plus précise et qui est peut-être intéressante, une étude de cohorte sur 2 ans avec des patients qui étaient soit sous morphine, soit sous oxycodone, soit sous fentanyl, pour lesquels on recherchait des critères soit de la CIM-11, soit DSM-5, avec 18% de troubles de l'usage sur les critères DSM-5 et 19% de dépendance selon les critères de la CIM-11, avec des chiffres donc qui sont relativement similaires, qui donnent peut-être une idée un peu plus précise de la problématique dans le cadre de la douleur chronique. Pour la douleur du cancer, on a une méta-analyse qui est assez récente, qui date de 2022, qui a été faite par l'équipe, une équipe de Clermont-Ferrand, avec des patients qui sont sous opioïdes, mais des données incomplètes sur le type et la durée des traitements. Une prévalence des troubles de l'usage des opioïdes entre 1 et 20%. Et ils ont également évalué le risque de troubles de l'usage des opioïdes qui se situerait entre 19 et 28%. Quand on reprend également les chiffres de la grande enquête américaine que je citais juste avant, eux, ils mettent en évidence qu'il y a une prévalence des troubles de l'usage des opioïdes chez les survivants du cancer de 3%, qui serait comparable à la population sans antécédent de cancer. Ce qu'il faut conclure, je pense, de tout ça, c'est que il y a quand même si les données sont un peu hétéroclites, des données qui vont dans le sens d'une réalité des troubles de l'usage dans le cadre de la douleur du cancer, même si on n'en a pas forcément bien connaissance. On a quand même identifié quelques facteurs de risque de troubles de l'usage dans le cadre du cancer, donc l'âge jeune, je l'ai dit un petit peu avant, l'usage actuel ou un antécédent de troubles liés à la consommation d'une substance illicite, un antécédent personnel ou familial de troubles psychiatriques, le sexe masculin, donc un peu plus au second plan, l'usage actuel ou un antécédent de troubles liés à la consommation d'alcool, parce qu'il y a des addictions qui sont croisées entre alcool et opioïdes, et une douleur sévère, donc les 3 derniers facteurs de risque étant un peu plus au second plan. On pourrait se dire, bon, très bien, peut-être qu'on a un patient qui a un trouble de l'usage des opioïdes, mais est-ce que c'est vraiment important, entre guillemets, en étant un peu caricatural, d'aller chercher et diagnostiquer ce trouble de l'usage dans le cadre de la prise en charge du cancer? On va se dire, bon, bah, le patient est évolutif, etc. Est-ce que c'est le moment d'aller l'embêter avec ça? La question qu'il y a derrière, c'est en fait l'adéquation de la prise en charge globale. Parce qu'un trouble de l'usage des opioïdes va entraîner derrière un risque avéré de surmortalité. Donc, c'est un patient chez qui on va gréver l'espérance de vie. Un risque de surdosage également. Une diminution de la qualité de vie du fait de tous les effets indésirables liés à la consommation compulsive d'opioïdes. Et également le risque d'hyperalgésie opio-induite qui a été décrite dans le diaporama juste avant. L'HAS a émis des recommandations de bonne pratique de l'utilisation des opioïdes dans le cadre de la douleur chronique et dans le cadre de la douleur chronique du cancer. Donc, c'est pas très vieux, ça remonte à 2022. Et ils émettent dedans des mesures spécifiques de la prévention des troubles de l'usage au cours du cancer. Ce qui est dit, c'est qu'il faut réserver la prescription au long cours d'un opioïde chez les patients, pour les patients qui sont en rémission ou guéris, uniquement aux douleurs persistantes qui ne répondent pas au traitement usuel et présentant un retentissement important sur la qualité de vie. Donc, ça rejoint la prudence qui a été émise par l'ASCO et l'ESMO que je citais auparavant. Il préconise également de rechercher les principaux facteurs de risque avant l'instauration du traitement, pas pour ne pas prescrire ce type de traitement, mais surtout pour avoir une vigilance accrue dans ce cadre.
et en cours de traitement, rechercher systématiquement des signes de soulagement insuffisants, la présence d'accès douloureux paroxystiques, qui est une entité bien particulière, des troubles cognitifs et une mauvaise compréhension du traitement ayant pu entraîner des erreurs de prise. Ce qui a été dit auparavant, ça correspond au pseudo-mésusage. Également rechercher l'utilisation des opioïdes à visée anxiolytique. À ce moment-là, effectivement, on va mettre un traitement anxiolytique spécifique plutôt que de laisser le patient prendre son opioïde pour soulager son anxiété, plus ou moins prise en charge spécialisée avec le psychiatre ou psychologue. La prise en charge pluridisciplinaire avec addictologue est recommandée pour les patients avec des troubles de l'usage et c'est souhaitable pour ceux qui ont des antécédents d'addiction, pas forcément une addiction ou un trouble de l'usage en cours, et évaluer la pertinence d'une prescription de naloxone prête à l'emploi, ce qui a été dit auparavant et que je vais détailler un petit peu après. L'HAS donne aussi des recommandations concernant le dépistage d'un trouble de l'usage. Donc, un dépistage c'est identifié de manière présomptive à l'aide de tests. C'est différent de poser un diagnostic. C'est repérer un dépistage. Au cours de la prise en charge, on va réévaluer systématiquement les objectifs thérapeutiques de la prescription d'un opioïde et rechercher les signes cliniques de troubles de l'usage. Et l'HAS recommande également de céder des échelles de repérage qui existent, mais ça a été un petit peu évoqué, ces échelles ne sont pas spécifiques à la pratique oncologique. Et peut-être que derrière, il faudrait proposer d'utiliser, il faudrait peut-être créer des échelles spécifiques oncologiques, puisque l'HAS propose l'ORT et la POMI qui ont été présentées juste avant, donc je vais passer vite. L'ORT, c'est celle-ci, qui est utilisée avant la mise en place d'un traitement opioïde, et la POMI, c'est une échelle de repérage d'un mauvais usage d'antalgiques opioïdes. Mais ces deux échelles n'ont pas été créées spécifiquement dans le cadre de la pratique oncologique. Et il y a une publication récente qui s'est intéressée à la POMI, donc toujours l'équipe de Clermont-Ferrand, mes collègues de Clermont-Ferrand. Donc publication récente, elle a seulement un mois. Ils sont allés regarder sur une étude observationnelle comment fonctionnait la POMI pour des patients qui avaient un cancer actif avec une douleur chronique évolutive depuis plus de 3 mois, une prise quotidienne d'opioïdes. Ils ont utilisé différentes versions de la POMI, donc la POMI Princeps, la version 5F en 5 questions validée en français, la POMI oncologique qui reprend que 3 ou 4 questions, je crois. Ils sont aperçus que quelle que soit la version, il y a une faible corrélation entre le score POMI d'usage problématique et un score DSM-5 de troubles de l'usage aux opioïdes chez des patients oncologiques. Et donc, de conclure que cette échelle était peu adaptée à la pratique oncologique et que des outils spécifiques de l'oncologie faisaient peut-être cruellement défaut. Donc le débat est là et la réflexion est là également avec des équipes qui travaillent sur cette question spécifique. L'HAS précise également comment prendre en charge un patient qui est sous traitement substitutif. Donc, dans la substitution, la buprenorphine reste le traitement qui est recommandé en première intention, ce qui a été dit aussi juste avant. Pour les algologues, la buprenorphine, c'est le traitement qui nous pose le plus de soucis. Donc un patient qui sera sous substitution par méthadone, les choses sont relativement faciles, entre guillemets. Soit on propose de fractionner la prise de méthadone, soit on ajoute un traitement opioïde en plus de la méthadone sans la modifier. Donc c'est pas excessivement compliqué. Par contre, ça nécessite un monitorage très rapproché du patient. Par contre, pour la buprenorphine, on va être très vite limité puisque on ne pourra pas rajouter un opioïde supplémentaire. Donc soit on basculera le patient sous méthadone, donc potentiellement avec l'aide de l'équipe d'addictologie, soit on bascule sur un opioïde sans traitement de l'ordre de la substitution. Je redétaillais également les facteurs de risque de surdosage qui sont décrits toujours dans ces recommandations HAS. Donc, ce qui est relevé comme risque de surdosage, les comorbidités psychiatriques, en particulier le risque suicidaire, les antécédents de surdosage préalables et les comportements à risque, notamment le détournement de la voie d'administration et un trouble de l'usage aux opioïdes. L'HAS liste aussi quelques situations qui sont à risque de surdosage. Les patients douloureux insuffisamment soulagés. Effectivement, ça va être des patients qui vont avoir tendance à utiliser un peu tous les antalgiques qu'ils auront sous la main pour pouvoir soulager leur douleur.
Le début de la prise en charge peut être aussi une situation critique et un peu plus à risque accru de surdosage. Situation critique également, c'est la perte rapide de tolérance aux opioïdes avec deux situations, la réduction de posologie et la rupture de traitement. Un patient qui aura été hospitalisé chez qui on n'a pas continué le traitement. S'il reprend le traitement tel qu'il l'avait alors qu'il a été sevré, c'est un risque de surdosage. Un patient qui est sous traitement opioïde alors qu'il a un trouble de l'usage des opioïdes, risque accru de surdosage. L'automédication occasionnelle également, c'est une situation à risque. Et quelque chose un peu moins connu, l'association à des substances potentialisant le risque de surdosage. Souvent, on pense aux opioïdes quand on a un patient qui a une dépression respiratoire, etc. On ne pense pas trop à regarder du côté des benzodiazépines, mais c'est aussi des traitements dépresseurs sur le plan respiratoire. Et très peu connu, l'association opioïdes et gabapentinoïdes qui potentialise le risque de surdosage et de dépression respiratoire. Sachant que les gabapentinoïdes, c'est de prescription très courante en oncologie, la douleur étant en règle générale mixte. Liquide de naloxone, on l'a dit, c'est recommandé de les utiliser. L'OMS le recommande fortement. L'ASCO recommande également d'utiliser les kits de naloxone prêts à l'emploi pour les patients qui sont à haut risque d'utilisation non médicale d'un opioïde, donc avec un antécédent de trouble de l'usage. Également pour les patients qui sont à forte posologie d'équivalent morphine orale, avec des comorbidités psychiatriques, un traitement par benzodiazépine associé, qui a une pathologie pulmonaire, une insuffisance rénale ou hépatique. Dans le cas des prescriptions de kits de naloxone, l'éducation thérapeutique du patient au moment de la prescription est importante, mais encore plus que le patient, l'entourage. Donc, l'ASCO elle-même recommande au niveau international d'utiliser les kits de naloxone. C'est le cas également de l'HAS, que ce soit dans la douleur non liée au cancer ou dans la douleur liée au cancer, et pas exclusivement pour les patients qui ont un trouble de l'usage des opioïdes. Pour autant, ce n'est pas quelque chose qui est passé vraiment dans les mœurs, c'est très peu prescrit en oncologie. Le débat également sur l'utilisation de ces kits de naloxone prêts à l'emploi est posé, c'est quelque chose qui est très peu évoqué. Nous, en consultation d'algologie, on ne le fait pas vraiment, les oncologues non plus. La question, à mon sens, se pose. Et il y a débat là-dessus. Il y a 3 kits qui sont disponibles en France, deux formes nasales, une forme injectable en IM, pas vraiment de contre-indication. Et il y a des conseils pratiques d'administration qui sont facilement retrouvables sur Internet, sur le site www.naloxone.fr, facile à trouver, et ça peut être préconisé à l'entourage d'aller jeter un œil sur ce site lorsqu'on prescrit un kit de naloxone. En conclusion, bien que on n'ait pas d'idée très précise des chiffres des troubles de l'usage dans le cadre de l'oncologie, il faut considérer que c'est tout de même une réalité et que c'est méconnu, sous-estimé. On est souvent, enfin, je pense qu'on est très fortement confronté à des formes frontières qui sont à mi-chemin entre l'algologie et la dictologie, en particulier chez les patients qui sont évolutifs. Je pense également qu'il y a une nécessité d'acculturation de la dictologie en oncologie et manque cruel, je l'ai dit, d'échelles spécifiques à l'oncologie qui doivent être inventées, entre guillemets, en vous remerciant et en vous souhaitant de joyeuses fêtes de Noël. Merci, merci Antoine pour cette présentation vraiment très intéressante. Alors, je vois qu'il y a Maëva qui a posé une question pour savoir s'il existe des programmes d'ETP dans la région sur la question du mésusage ou des abus dentalgiques. Moi, je ne sais pas. J'ai On a pas cette notion-là, moi, non plus. Alors moi, Oui, j'allais dire, on a un programme de TP douleur chronique cancer, mais alors j'ai pas personnellement créé le programme. Je suis pas sûr qu'on y aborde la question du mésusage. Et en tout cas, programme de TP, enfin, nous sur l'oncopole spécifique aux troubles de l'usage, on n'a pas. Ça, c'est sûr. moi je voulais faire une aparté. J'en ai parlé à Hélène Donadieu tout à l'heure, c'est que
Le réseau des centres d'addictovigilance en partenariat avec les ARS et la NSM est financé pour mettre en place un projet qui s'appelle le projet POP sur la prévention des surdoses en opioïdes qui avait été initié par le centre d'addictovigilance de Marseille. Et dans le cadre de ce projet, on va recruter un chef de projet qui sera amené à faire de la formation auprès des structures de prise en charge de la douleur ou des patients avec conduite addictive pour la promotion de l'analoxone, mais ça passe également par de la formation sur le mésusage des opioïdes, antalgiques opioïdes. Donc voilà, ça sera, je pense, assez intéressant. Alors, j'ai une question également dans le chat de Renaud. Pour le docteur Bauden, quelles sont vos modalités de prise en charge des patients avec troubles de l'usage des opioïdes sur l'oncopole? Avez-vous par exemple un parcours de soins spécifique pour ces patients ou sur une hospitalisation de jour ou une consultation conjointe addicto-algo? Non, on n'a pas de parcours spécifique sur l'oncopole, dans le sens où on n'a pas la volonté non plus d'avoir d'avoir une prise en charge addictologique spécifique sur site. Là, du coup, on va s'appuyer sur les centres de proximité dont relèvent les patients. Du coup, on n'a pas de parcours privilégié, ou enfin, ça va dépendre du lieu de vie du patient. On a une addictologue qui intervient une journée par semaine, donc elle fait surtout des repérages, etc. Et pour autre chose que sur les troubles de l'usage des opioïdes, mais du coup, on va réorienter vers des structures spécialisées dans ces cas-là. Après, sur le fait d'adresser quelqu'un en addictologie, etc., dans le cadre de la prise en charge de la douleur du cancer, il y a un arbre décisionnel que je n'ai pas mis dans le diaporama parce que ça aurait été trop lourd, qui apparaît dans les recommandations HAS de 2022, qui est assez facile à retrouver. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou d'autres commentaires? Non. Moi, j'avais une question. Vas-y, non, mais vas-y. Non, je voulais bien rebondir sur ce qu'avait dit Antoine Baudin par rapport au TSO que serait la buprenorphine dans cette indication. Je suis totalement d'accord. Ce n'est pas du tout facile de manier, a fortiori quand il reste de la douleur et des pics de douleur aiguë. Donc, c'est pour ça que j'insistais sur le fait qu'il s'agit de recommandations, mais ce n'est pas la Bible et qu'on peut tout à fait mettre d'autres TSO, voire parfois pas utiliser un TSO dans des indications même de substitution quand il s'agit d'accompagner une personne qui a des douleurs chroniques toujours très présentes, avec notamment des pics douloureux ou des modifications au long cours de cette douleur. Et il est vrai que la buprenorphine est un excellent médicament, il n'y a aucun doute là-dessus, et on l'utilise énormément. Quand il s'agit de l'accompagnement d'une personne avec des douleurs, c'est quand même un peu plus compliqué. Excuse-moi, Hélène. Non, non, il n'y a pas de souci. Pardon, j'allais rebondir là-dessus justement pour tout ce qui est les formes frontières. Comme je dis, on est à mi-chemin entre la douleur et la dictologie. Bah, c'est vrai que là, très facilement, on va avoir tendance à proposer de la méthadone, dans le sens aussi où nous, on a des indications de méthadone purement algologiques dans le cadre du cancer. Et dans ces cas-là, c'est vrai que c'est très pratique, quoi. Oui, moi j'avais une question, c'était sur le type de troubles de l'usage que vous repérez. Est-ce que ce sont plutôt des troubles de l'usage, je dirais, pharmacologiques, où le patient a toujours mal, il augmente les doses, mais sans vraiment rechercher d'effets psychoactifs particuliers? Ou est-ce que vous observez également des patients qui finalement recherchent un effet autre, comme un effet anxiolytique, boost, etc.? Ou est-ce que vous avez les deux ou un prédominant? Les deux. Les deux, alors pas de chiffres là-dessus, hein, mais quand je sens qu'il y a une consommation un peu, enfin qui paraît suspecte, entre guillemets, il y a la question que je pose très facilement hein, quand je vois que le patient utilise beaucoup ses interdoses d'opioïdes, etc. Je dis, mais vous l'utilisez tout le temps parce que vous avez mal ou alors vous le prenez pour autre chose? Est-ce que, par exemple, vous le prenez, ça vous aide à dormir ou j'essaye de repérer comme ça, justement par rapport à ce que je disais avec la difficulté sur les échelles recommandées et établies. Mais j'ai quelques petites questions clés comme ça.
En particulier, ouais, je pense, enfin, c'est simple hein, dans une consultation, du coup, de dire ah tiens, mais vous me dites, vous prenez tout le temps un oxynorme tous les soirs, mais vous n'avez pas trop mal, c'est parce que ça vous aide à vous endormir. La question est un peu anodine comme ça, mais on peut lever des lièvres. Mm. Et effectivement, quand on a une consommation qui ne fait que augmenter, c'est là où est le piège. Parce que quand on a une maladie qui est évolutive, enfin, on dit bon, bah, on va continuer à mettre des opioïdes parce que il a de plus en plus mal parce qu'il est évolutif, mais du coup, on peut avoir tendance à ne pas se poser la question, est-ce qu'on passe pas à côté de la cible, quoi? Est-ce qu'il n'y a pas un trouble addictif vraiment sous-jacent? Et je sais pas si j'ai encore une question. Les échelles d'évaluation en cancérologie, il y en a certaines qui sont en cours d'évaluation ou pas du tout? Alors, en fait, donc, parce que je fais partie aussi du groupe de travail sur troubles de l'usage opioïde au sein de la commission douleur et cancer de la SFTD, donc la Société française de la douleur, et justement avec mes collègues de l'équipe de Clermont-Ferrand. Intuitivement, on se dit que les échelles qui existent fonctionnent pas bien en oncologie, mais faut déjà le prouver. Donc là, on a déjà une publication qui vient de sortir là-dessus. C'est déjà notre premier travail, quoi. Et là, en fait, on est en train d'essayer de réfléchir à comment on pourrait créer des échelles qui seraient spécifiques de l'oncologie. Parce que, je le disais, hein, c'est pas les algologues qui ont la main sur la majorité des prescriptions d'opioïdes, ça va être les oncologues ou les généralistes. Et l'oncologue qui va recevoir pour la première fois un patient en consultation d'annonce, dire bah, il y a tel cancer, on va faire de la chimio, ça, un chien. Ah, vous avez mal, je vais vous mettre un opioïde. C'est pas forcément évident de faire une échelle de repérage d'un risque de trouble de l'usage. Donc, il faut des trucs qui soient un petit peu adaptés à ces pratiques-là. Ouais. Et pour le D'accord. moment, on est encore au stade de la réflexion de la question, parce que ça Ok, n'existe pas, c'est justement. super intéressant. Ben, je crois qu'on arrive à la fin de notre heure de webinaire. S'il n'y a pas d'autres questions, Oui, bon, effectivement, il Magda, est vous bientôt voulez 14 heures. conclure? Merci. Donc, il est bientôt 14 heures. Donc, merci déjà pour avoir respecté le temps. Vous avez été nombreux à suivre ce webinaire. Merci, un grand merci à nos deux intervenants, à notre modératrice pour le temps que vous avez consacré à vos présentations et à ces interventions de qualité. Alors moi, je vous donne rendez-vous pour le prochain webinaire, le prochain jeudi Onco-Occitanie, donc qui se tiendra le jeudi 29 janvier 2026 et qui sera consacré à la place des professionnels de ville dans l'accompagnement pour les thérapies orales à domicile. Voilà, rendez-vous le 29 janvier. N'oubliez pas de compléter le questionnaire de satisfaction. Vous pouvez du coup scanner celui qui est présent à l'écran ou regarder dans la conversation. Vous avez le lien pour y accéder. Et je vous souhaite de très très bonnes fêtes de fin d'année à tous. Un joyeux Noël et rendez-vous en 2026. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au Merci à revoir, tous. bonne fête.